Salutations distinguées à vous tous, fidèles téléspectateurs. N'oublions surtout pas la trilogie fidélité, efficacité, régularité, ce qui constitue l'âme qui anime les forums de médias. Avant toute chose, dévoilons d'abord la composition du plateau de ce numéro, le numéro 3 de l'année 2023. Et nous partirons de notre gauche avec Simon Adrien Kalinga Chidimba Kambelembele, porte-parole de l'UDPS, parti au pouvoir. Après le parti au pouvoir, Ingénieur Kapangana, je suis fermier et agronome. Je suis aussi consultant en développement organisationnel et institutionnel. Je suis cadre de la société civile. Après la société civile, Gandhi Kassende Bokabo, juriste-consulte spécialisé en droit international public avec une consonance beaucoup plus liée au droit de la mer. Par ailleurs, j'ai fait aussi Sciences Po, je suis politiste avec une expérience avérée en tant qu'administrateur dans plusieurs institutions au niveau de la région parisienne à l'époque. Alors, après le Parisien, nous avons Pati Joseph Lendo Fumawa Malemba Nansanga Masika Nambongo. Alors, maintenant, nous pouvons aller à notre droite. Et à droite, nous trouvons Jean Lokaka, cadre du PPRD. Après Jean Lokaka, Alain Daniel Chekomba, je suis physicien et politologue, et puis ancien candidat à la présidence de la République en 2018, entrepreneur, chef de plusieurs entreprises à l'étranger et même en République démocratique du Congo, mais dans le secteur privé. c'est un plaisir pour le Forum des médias de vous recevoir sur ce plateau. C'est la première fois que nous recevons un ancien candidat président de la République. Merci beaucoup. Et puis, nous avons Pompon Joly, chercheur à l'Assemblée nationale pour le compte de l'UJCC, qui est une structure de la société civile. Nous sommes dans toutes les provinces ainsi que dans toutes les communes à Kinshasa. Très bien. Alors, nous voici déjà à la fin du mois de janvier 2023. Rapidement, les mois s'égrènent. Février arrive à grands pas, comme quoi nous pouvons dire avec Alphonse de Lamartine, l'homme n'a point de port, l'étang n'a pas de rive, il coule et nous passons. Sommaire. Les papes, dans quelques heures, nous allons les recevoir, plus précisément le 31. C'est un chef d'État d'un tout petit État du monde. Donc un pays qu'on appelle Vatican dans un autre pays, l'Italie. Et vous vous souviendrez que les léopards n'ont pas fait long feu à la chaîne qui continue d'ailleurs. On vient de terminer le quart de finale. Nous sommes partis prématurément. Nous allons analyser pourquoi, quelles sont. On dit que les victoires sportives, c'est aussi les victoires politiques. Et nous allons aussi examiner rapidement, comme vous le savez, le gouvernement actuel, surtout le chef de l'État, notre chef d'État, venait d'accomplir 4 ans, le 24 janvier, depuis qu'il a été investi. Voilà le sommaire. Et commençons par les 4 ans du chef de l'État. Et nous posons la question à l'ancien candidat président de la République. 4 ans au pouvoir, qu'est-ce que ça vous dit? Merci beaucoup. J'ai participé aux élections de 2018 où il y avait beaucoup de tensions avec la machine à voter, avec tout ce qu'il y avait comme problème. Et après les élections, j'ai discuté avec Corneille Nangaa qui m'avait dit, bon, la priorité c'était la passation pacifique du pouvoir et surtout la stabilité politique. Alors, il y a plusieurs façons de regarder les choses.
on peut regarder les choses sur plusieurs angles. Le premier angle, ça peut être l'angle économique, les indicateurs économiques, les produits intérieurs bruts et consorts. On peut regarder les problèmes sur l'angle sécuritaire, on peut plusieurs angles. Mais, comme nous disons en mathématiques, chaque hypothèse logique mène à une conclusion logique. Et, malheureusement, les hypothèses ou les conclusions logiques ne sont pas toujours les événements vérifiables. Chaque événement est une singularité. Et cette singularité est mesurable. Ça veut dire qu'elle est mesurable quand ça devient un événement. Alors, moi personnellement, je regardais l'action du président de la République sous forme de l'amélioration des conditions sociales, les prix, les constructions de routes, et ainsi de suite. Mais après, quand je me suis inscrit, comme je venais de dire que je suis politologue, je viens de terminer mon master en relations internationales et je fais une thèse de doctorat en sciences politiques. On m'a dit en sciences politiques que le rôle principal de l'État, c'est la sécurité, la protection. Le rôle principal de l'État, ce n'est pas la production de richesses. L'État met en place la sécurité nécessaire et la protection nécessaire et les conditions de développement des affaires. Ce sont les gens qui font les affaires, qui produisent les richesses et payent les impôts et taxes à l'État pour que l'État puisse avoir suffisamment de moyens de protéger leurs affaires et la République. Alors, quand je regarde, je me suis dit dans quelles conditions le président Tshisekedi a pris le pouvoir. Le président Tshisekedi a pris le pouvoir dans des conditions où le pays était pratiquement au bord de la guerre civile. Ça veut dire quoi? L'opposition de l'époque à laquelle je faisais partie, on était convaincus que le président Kabila organisait des élections chaotiques pour imposer quelqu'un qu'il allait choisir. Ça veut dire, comme d'habitude, comme on le remarque, on a discrédité le système électoral. Et donc, personne ne faisait réellement, l'opinion publique ne faisait pas confiance aux élections. Alors, nous sommes arrivés à ces élections. Le président Tshisekedi est devenu président, quelle que soit la façon dont il était devenu président. Mais, il a fallu d'abord, moi comme chef d'entreprise, la première chose qu'on apprend quand on fait le MBA, c'est l'élaboration de la liste des priorités. On ne peut pas tout faire. On doit avoir la priorité. Et je pense que la priorité comme chef de l'État, c'était d'abord d'arriver à la stabilité politique. Éviter la guerre civile, réduire les tensions politiques comme les marches, comme les villes mortes qui pouvaient desservir justement l'activité politique. Et la démarche du chef de l'État depuis a été de se doter d'un certain pouvoir réel, d'une certaine puissance qui lui permet de l'action. Comme nous disons en sciences politiques, la politique c'est la confrontation des volontés. Et la confrontation des volontés, c'est la confrontation des puissances. Alors, il a hérité d'un pouvoir dans lequel il n'était pas majoritaire au Parlement. Il ne pouvait rien dire. Parce que c'est le PPRD qui avait tous les députés, qui avait tout. Et lui, il avait une sorte de pouvoir ou de pouvoir sans puissance. Alors la première chose, la première confrontation, c'était de réussir à transformer cette majorité pour avoir la puissance des institutions publiques pour agir. C'est ce qu'il a fait. Et il a aussi utilisé la puissance de l'opinion publique, qu'on voit, les Wewa qui les soutiennent et consorts, pour gagner la confrontation des Kadima au niveau de la CENI. Alors quand on mesure sur le plan politique, pas sur le plan politique, au niveau de toutes les confrontations, que ce soit au niveau de la puissance institutionnelle ou de la puissance de l'opinion dans la rue, le président de la République a réussi à imposer sa volonté. Et donc, a réussi à imposer la stabilité politique. Parce qu'en fait, nous ne voyons pas les marches qui déstabilisent le fonctionnement de l'économie. Et moi, je regarde ça en politologue et en homme d'affaires. Je ne peux pas venir investir dans un pays où il n'y a pas de stabilité politique.
Bien sûr, on est en train de parler de l'Est du pays, mais bon, en physicien, je reviens. Quel est le pourcentage du territoire occupé par les M23? Ok, par rapport à la grandeur du pays, même si ça fait mal de voir qu'une partie du territoire est occupée. Mais les géostratèges, je vis, il y a quelqu'un qui a fait la stratégie politique. La taille des territoires est un facteur de puissance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Rwandais ne peuvent pas occuper la République démocratique du Congo. Ok. Donc, même si on laissait les Rwandais avec toute sa puissance entrer en République démocratique du Congo, les Rwandais vont se diluer. Et les Rwandais, aujourd'hui, avec la diplomatie du chef de l'État, est considéré comme, surtout le président Kagame, comme un paria. Alors, quand je prends ces hypothèses et j'arrive à les mesurer, ok, ça veut dire que ça devient des singularités qui sont des événements quantifiables. L'imposition de sa volonté au niveau des institutions montre qu'il contrôle les institutions, il a cette puissance-là. L'imposition des Kadima, où il y a une confrontation dans la rue entre les blocs patriotiques et les gens de l'Union sacrée, montre qu'il a la puissance de l'opinion. Bon, la puissance financière, n'en parlons pas, parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit aussi plus puissant financièrement que la République. Donc pour moi, les 4 ans du président de la République sont très positifs quand on regarde en matière de stabilité politique. Et c'est ça qui est important pour des investisseurs comme moi. Voilà. D'accord. Ça, c'est le point de vue d'un ancien candidat président de la République. Alors, sur le plan juridique, Lendo, 4 ans de pouvoir de Antoine Félix Tshisekedi. J'ai noté la simplicité du candidat Daniel que je salue à mon tour. Et je pense que cela doit constituer un cas d'école pour l'homme politique congolais qui se gonfle inutilement trop, comme un crapaud. Mais je m'excuse. Les 4 ans du président, eh bien, il est vrai que tout ne peut pas se faire en un laps de temps aussi court que 4 années. Est-ce qu'il y a moyen de rester sur le plan juridique? Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous avez suivi mon prédécesseur, il n'est pas resté sur le plan physique, sur le plan investissement, il répond à la question. Sur le plan juridique, évidemment, il y a d'abord, il y a les credos de l'état de droit. Je vous le dirai, le président l'a porté. Et nous avons nous tous vu. Je ne parlerai pas de la légistique, c'est-à-dire de la production des textes et de règlements qui régissent la vie juridique. Mais néanmoins, l'esprit droit a commencé à porter ses fruits dans le mental collectif. Et le summum de ces credos de l'état de droit, c'est une grande première qu'on a vu une si haute autorité réduite à un niveau d'un simple prisonnier et présentée à la vindicte populaire. Le procès 100 jours, ça il faut le dire. C'était une grande première pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons aussi vu sur le plan de l'état des droits, n'est-ce pas? C'est ça, la vie juridique qui connaît une certaine floraison avec un homme qui porte en fait la sémence du droit dans son chef. Et voyez-vous, la justice. Mais d'aucuns pensaient que la justice n'était que l'affaire de minables messieurs. Et là aussi, je voudrais réconforter le peuple. Il doit rimer avec le président de la République pour ne plus accréditer la thèse de superpuissant dans la société. Aucun ministre ne peut être encore, comme disent les Quinois, Mutabangi Samuningate. Ah ben oui, c'est avec le président. Parce que je suis fort dans ce que j'ai dit. Je me sais qu'il y a un magistrat suprême qui a porté l'âme de la justice dans son chef. Et cela constitue déjà une garantie. Aujourd'hui, la justice s'est fait respecter, tant bien que mal. Malgré tout ce qu'on peut dire, ça et là, il y a encore des choses à faire, mais je vous assure, le président a donné les signaux forts. Mais comme il est dit, et son prédécesseur l'avait si bien dit, le président n'est pas un magicien. C'est là où j'interpelle le peuple pour bien accompagner le président dans son engagement d'imposer l'éclosion de la sève vivifiante d'une justice régalienne, d'une justice républicaine
il faudrait que le peuple ait aussi cet esprit républicain pour arriver à ne plus se laisser faire devant certains nantis du pouvoir. D'accord. Voilà. Ok. Alors, monsieur le fermier, le ventre affamé n'a point d'oreille. 4 ans d'Antoine Félix Tshisekedi. Les fermiers disent quoi? Oui, merci pour la parole. La fois passée, je crois que le samedi passé, vous m'aviez demandé, vous m'aviez posé la même question, les fermiers, comment ça marche? Je vous ai dit que les fermiers sont encore en train d'attendre pour qu'ils soient suffisamment occupés à pouvoir s'occuper aussi de leurs fermes, de leurs activités. En fait, je voudrais vous dire que il n'y a pas encore, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à l'époque coloniale où il y avait autosuffisance alimentaire dans les milieux ruraux. On n'est pas encore en train d'arriver là-bas. Parce que je vous ai dit que à la bonne année dernière, mon grand frère a quitté le village pour venir acheter un porc à manger au chef-lieu d'un territoire. Alors que les gens partaient des territoires pour descendre dans les villages. Donc c'est ça. Donc la production au niveau du village pose problème. Et les fermiers sont aussi en difficulté dans ce sens-là. Les quelques-uns qui tiennent avec des moyens de bord n'arrivent pas. Donc il n'y a pas autosuffisance alimentaire au niveau du milieu rural. Et c'est ce qui fait que l'exode ne fait que s'amplifier. Les jeunes gens fuient les villages. Ils trouvent, bon, quand on a trouvé une moto et qu'on peut conduire une moto, on est autosuffisant. Comme si la moto peut produire quelque chose. Donc il y a suffisamment de manque au niveau de... Alors j'ai sauté de joie quand j'ai entendu le président parler, atterrir à sa 4e année au développement à la base. Ce qu'il a dit à Dakar au Sénégal. Hein? Oui. Et puis, le développement à la base, ils en ont déjà parlé à leur premier plan. Le premier programme de la coalition, quand ils étaient FCC Cash, le Premier ministre Ilou Kamba avait parlé du développement qui devait commencer à la base. Mais par la suite, avec les activités, ça n'a pas émergé. Et j'ai salué aussi le président parce qu'en fait, en 2020, je peux chercher la date, il avait promis organiser les élections à la base. C'était pour cimenter ce développement parce qu'en fait, le développement à la base, quand on sait que la base aujourd'hui, politique, enfin, de façon démocratique, pour nous, la base, c'est des chefferies et des secteurs. C'est ça ce que moi j'appelle base. Il faut réorganiser ces bases parce que jusqu'à maintenant, le chef des secteurs, à part les chefferies qui s'autogèrent, les chefs des secteurs sont encore nommés au niveau du ministre je ne sais pas si c'est l'Intérieur, quelque chose comme ça. Ce n'est pas des gens qui émanent, donc on n'a pas encore construit la démocratie à la base autour de chefferies comme c'était prévu. Parce que c'est là les ETD, les entités territoriales décentralisées. Alors, quand c'est organisé, avec tout ce que ça contient, parce qu'il faut savoir qu'il y a là-bas un exécutif, il y a là-bas une assemblée, je peux appeler ça comme ça, une assemblée à la base là-bas, et puis il y a une administration. Et c'est dans l'administration qu'on devra trouver l'agronome, le vétérinaire, tout ça, qui descend, qui dessert l'entité. Alors, tant que tout cela n'est pas réorganisé, c'est difficile de pouvoir organiser le développement à la base. Alors là, je dis, quand on parle de développement à 145 territoires, je suis en train de vouloir dire, quand on dit 145 territoires et puis développement à la base, il y a un problème. Développement à la base, c'est au niveau des ETD. Alors, qu'est-ce que vous dites? Parce que le chef de l'État... Alors, le chef de l'État... Le chef d'État à Dakar, là, oui. à la réunion de Dakar, il a parlé de moniteurs agricoles. Très bien. Le terme moniteur agricole était porté disparu dans le pays. Oui. On n'en parlait plus et que lui remet ça en valeur. Oui, il remet ça en valeur. Maintenant, il faudra que le moniteur agricole soit géré par une structure à la base. Le moniteur agricole dépendait des secteurs et des chefferies. C'est cela que je dis. Au moment où je vous parle, les moniteurs agricoles, bon, ce n'est peut-être... Le président a donné... Et c'est ça. Le président, lui, il donne la direction. Il faudra que ces services arrivent à pouvoir habiller ça et à matérialiser ça. Donc, les moniteurs agricoles, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, la plupart des écoles qui les formaient... Il faut remettre les écoles. Il faut remettre les moniteurs... Enfin, les écoles des moniteurs agricoles. Il ne faut pas le faire renaître parce que la plupart, ils ont vieilli. Moi, j'ai travaillé avec les moniteurs agricoles il y a déjà 20 ans. Et dites-moi, quand j'ai travaillé déjà avec...
Pardon? Les écoles. Non, mais maintenant il faut qu'on revienne parce que les écoles agricoles actuelles, les ITA, l'Institut technique agricole, ne forment pas des moniteurs agricoles que nous avons connus. Donc il faudra qu'on arrive à ça. Et les moniteurs agricoles font partie de cette sauce-là du développement à la base. Donc, organisez-nous, c'est pour, comme je vous dis, si ça ne dépendait que de moi, il faut organiser les élections locales d'abord avant de monter à vos élections ici qui ne produisent pratiquement rien. Ok. Voilà. D'accord. Alors maintenant, allons chez les politologues. Lokaka, sur le plan politique, vous dites quoi 4 ans après? Oui, je vous remercie sincèrement. Je crois que je remercie mes co-débatteurs. Je crois que le président Tshisekedi a hérité un pays stable, contrairement à Cordon chez Komba. Donc le président Tshisekedi a hérité un pays stable, un pays avec les institutions. Il n'y avait pas de marche à Kinshasa. Un pays, vous avez dit, personne ne croyait aux élections. Donc, naturellement, mon cher René Kambele ne pensait même pas qu'il y aura passation civilisée ce jour-là. Donc, il a hérité un pays stable, avec toutes les institutions. Et une sagesse, n'ayant pas obtenu une majorité parlementaire, les sages de l'époque ont mis une coalition qui pouvait permettre l'élan au-delà de dépassements politiques. Mais malheureusement, une notion d'éthique et entre à l'amour, c'est la seule notion qui dérange le Congolais. C'est-à-dire, la vengeance est de Zeus qui s'enracine dans notre comportement comme Congolais. Donc, au lieu de travailler, nous cherchons des voies et moyens au-delà du travail pour une planification rationnelle. Ce qui serait important pour le pays serait la normalisation de la vie publique, le respect de la Constitution ainsi que des lois, le respect des institutions d'appui à la démocratie, ce qui ne se fait pas, la CENI étant une institution d'appui à la démocratie, qui les délégués émanent des composantes, sa composition et sa formalisation n'a jamais été respectée, ainsi que son fonctionnement. La Cour constitutionnelle, qui serait une institution politique, dont le délégué provient des corporations et des institutions, n'a pas respecté son fonctionnement. Et donc, à l'heure actuelle, nous pouvons dire qu'il y a une crise politique majeure, avec la démission des ministres au niveau du gouvernement et au Parlement, la réconceptualisation de la majorité parlementaire. Vous êtes sans ignorer que l'AMOCA a plus de députés, Ensemble a plus de députés, ainsi que le PPRD. Et donc, cette crise démontre que la majorité parlementaire va changer sa réconceptualisation. Et donc, comme il y a crise, il faut recourir à une approche qui va faire en sorte que la République puisse décoller. Partons de la guerre à l'est du pays. Ça aussi, c'est une défaillance de la gouvernance. Ok, ça, la guerre, on y reviendra. Politologue, nous voici 4 ans après. Oui, sur le plan politique. Il s'agit de bilan. Je ne vais pas m'attarder sur le plan politique. Quand on dit politique, il y a des aspects politiques, purement politiques, aspects
que notre ancien candidat au présidentiel de 2018, M. Daniel Tchekoumba, a bien explicité. C'était très clair, je ne veux pas revenir là-dessus sur les aspects politiques. À la fois sur les aspects politiques et sur les aspects des relations internationales, puisqu'en Sciences Po, il y a 4 dimensions. Il y a la politique et sociale, il y a l'économie et finances, il y a les relations internationales, il y a quoi encore? Il y a 4 dimensions en fait. La sécurité, vous avez... Non, c'est à l'intérieur de beaucoup de choses là. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai bien aimé aussi l'intervention de notre méritocrate, je vais dire maître Patilendo, qui a essayé de clarifier sur un point important d'ailleurs qui est le centre même d'une démocratie. Vous concernant? Non, c'est pour ne pas revenir, pour rappeler aux autres. Mais concernant, je vais prendre des aspects qui n'ont pas été relevés là, les aspects économiques et financiers, puisque c'est l'économie et finances que j'avais oublié dans les 4 dimensions. L'économie et finances, développement en général, et développement du social, ainsi que d'autres aspects tenant au social, c'est-à-dire les infrastructures et autres, eau, électricité, puisque les gens vont se poser les questions, même si on ne se les pose pas. L'économie et finances, M. Tchekoumba aussi a déjà effleuré les problèmes. Une partie. Quand on regarde, tout est toujours comparaison en économie. On part du point A pour arriver au point B. Qu'est-ce qui a changé pendant qu'on était au point A par rapport au moment où on arrive au point B? Moi, je dis aujourd'hui, il y a une certaine embellie quand on regarde les indicateurs économiques et financiers de la République démocratique du Congo comparé au régime passé. Non seulement qu'on arrive à développer le PIB, le produit intérieur brut, le PNB s'est développé, nous avons aussi fait évoluer les choses au niveau du budget, on ne peut pas nier cela. On a fait évoluer les choses sur le plan économique au niveau des réserves de la République. Je pense que là aussi, au niveau des infrastructures, on voit des routes en train d'être réparées ici ou là, ou d'être construites d'ici ou là. Il y a des gens qui doutent encore, dans quelques mois, il y aura des inaugurations. Mais quand on regarde les aspects socio-économiques directement où les citoyens sont concernés, on ne pourra pas dire que l'enseignement, le fait de pouvoir démocratiser l'enseignement, au moins l'enseignement primaire, n'a pas donné un plus sur le plan social à une certaine couche de la population qui était dans l'incapacité de pouvoir financer les études de 2 ou 3 enfants. Il y a eu une embellie là-dessus, il y a eu un pas des géants par rapport à la gratuité de l'enseignement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand on regarde aussi au niveau eau et électricité, c'est vrai qu'on est en train de ramer encore pour ce qui est de l'électricité de l'eau. Mais n'empêche, Zongo 2 était déjà fini, mais il restait simplement de ramener l'électricité de Zongo 2 à Kinshasa. La centrale de Mboudi est fin prêt. Le problème, c'est que le Congolais, même pas les journalistes, n'observent la ville. Si vous observez la ville, notamment au niveau de la Lukunga, vous voyez de gros poteaux qu'on met. Aujourd'hui, on a commencé à câbler déjà, faire le relais entre Mboudi et l'ouest de Kinshasa. Notamment la Lukunga verra dans quelques mois, d'ici mars-avril, l'amélioration de la desserte d'électricité. Ce qui, par ricochet, le plus que Lukunga exploité en électricité va être disons, réversé du côté est, nord, sud de la ville. Donc il y aura amélioration. De cette amélioration, il y aura une autre amélioration qui ne peut se faire s'il n'y a pas de courant, c'est-à-dire l'amélioration de la desserte d'eau. Je pense, sans me tromper, que cette semaine, il y a des tests qui sont en train d'être faits pour que les communes comme Ipen, comme Météo et autres puissent être desservies normalement en eau. C'est des essais. Mais dans quelques semaines, tout sera amélioré. Et petit à petit, les choses avancent. J'ai pas compris. L'usine d'ozone. L'usine d'ozone va être inaugurée bientôt. L'Embaïmbu, vous avez vu. Ndjili, vous avez vu. Mais il y a toujours des pessimistes. Malgré tout cela, moi, j'ai dit qu'il faut avoir un peu de patience. Il y a beaucoup de choses qui vont aller dans le sens d'améliorer le quotidien des Congolais. Il y a des routes qui sont réhabilitées ici ou là. Les gens qui passent par ma campagne voient à peu près. Il y a des routes qui n'existaient pas, qu'on est en train de construire ou qu'on a déjà construit.
Les inaugurations vont arriver d'ici dans les 3 ou 6 mois à venir. Il y aura une amélioration. Quand je regarde aussi le positionnement des fonctionnaires, c'est vrai que moi, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'il y ait une différence de 1 à 10 entre les bas salaires et les salaires les plus élevés. J'ai toujours donné l'exemple de Botswana où un enseignant touche $1 300 alors qu'un député touche $1 800, ce qui n'est pas le cas ici. Entre $100 ou 150 que touche un enseignant, un député touche entre 11 et 21 000. On ne sait pas où se trouve la vérité. On va corriger ça. Entre les deux. Il faut corriger. C'est des choses qui nécessitent d'être corrigées. Donc, si il y a quand même eu un léger mieux par rapport à ce que le régime passé avait laissé. Nous, on avait un gardien qui était enseignant, qui est enseignant encore, qui touchait moins de $100. Au jour où on a amélioré, avec la gratuité de l'enseignement, on a amélioré un tantinet, un minimum d'amélioration. Il touchait plus de 150, il a quitté le boulot, il a laissé son neveu à la place. Ça va s'améliorer et je souhaite avoir les élections qui est majoration des salaires de fonctionnaires à la base, majoration des salaires des policiers et des militaires. C'est faisable compte tenu du budget que nous avons aujourd'hui. Donc, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Il y a un service de communication pour ça. Il y a l'UDPS qui est là pour ça et d'autres qui sont proches de l'UDPS pourront en dire plus que moi. Moi, je suis optimiste, ne serait-ce que sur tout ce qui est basique. Électricité, eau, route. Il y aura des améliorations. Dans les 6 mois à venir, on dira peut mieux faire, mais il a quand même fait des choses qui sont acceptables par rapport au régime passé. Un dernier exemple. La nationale 1, c'est une nationale importante. Kabila a laissé 2000 km de route. Aujourd'hui, on en est à 4000, alors que nous avons plus de 50 et quelques 1000 km de la nationale 1. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même en 4 ans une certaine avancée quand même qu'on peut féliciter. D'accord, alors politologue encore, chercheur en plus. Le pilier, je vais revenir par rapport au pilier, c'est les 7 piliers du programme du président. Mais je commence d'abord par cette analyse. Le président a pris les pouvoirs sans avoir le pouvoir. Ça veut dire en sciences politiques, on définit les pouvoirs comme une capacité de transformer quelque chose. Vous savez les contextes par lesquels il y a eu les pouvoirs. C'est-à-dire nous sommes dans la logique de séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif a été détenu par l'ancien régime, voire même législatif, voire même exécutif, le gouvernement. Vous le savez, il y a eu des quiproquos, des pierres d'achoppement entre le président et le président de l'Assemblée nationale, Jani Mabunda, tantôt avec le président du Sénat, et ça nous a bouffé les temps. C'était difficile dans ces contextes de parler de développement. Et par rapport aux piliers, je vis ici, il y a 7 piliers par rapport à son programme. 1, c'est pacifier les pays. 2, c'est promouvoir la réconciliation nationale. 3, consolider la démocratie. 4, restaurer l'état des droits et son autorité. 5, réhabiliter et redorer l'image de la diplomatie. 6, lutte contre la corruption, le crime économique. 7, consolider la stabilité macroéconomique, assainir les finances publiques et renforcer les systèmes financiers. C'est-à-dire, pour ça, quand je vois les 7 piliers, je pense que son bilan est mitigé. Il est mitigé pourquoi? Aujourd'hui, on a voté un budget et on a doté à l'armée un budget de 4 milliards avec un instrument juridique où on parle de la loi de programmation. Peut-être ce que je pourrais dire comme conseil au gouvernement, lorsqu'on dote à un gouvernement une loi, ça doit être suivi avec un soubassement. La loi de programmation, il y a un document qu'on appelle livre blanc, je pense. Dans ces livres qu'on définit des grandes lignes, comment on doit exécuter un programme peut-être de 1 des 3 ans. Bon, je ne suis pas un technicien ou un militaire, mais du moins par rapport aux prérequis qu'on a eu aux études, je sais que la loi de programmation est toujours suivie par ces livres-là. Par rapport aux finances, aujourd'hui on a vu Alinguetti, l'IGF a existé depuis la nuit des temps. Hier on avait peur des laneurs, comme aujourd'hui on vient de nous... comment dire, bon, je saute parce que je voulais dire quelque chose. On doit éviter, plutôt hier on a vu laneurs, aujourd'hui tout le monde quand on voit Alinguetti à l'écran, si vous détenez un pouvoir, vous commencez à voir de gauche à droite, qu'est-ce qu'Alinguetti veut dire. Aujourd'hui tout le monde a peur d'Alinguetti. C'est-à-dire assainir
ce secteur-là de finances publiques, aujourd'hui, ce n'est pas à 100%, quand même, il y a quand même des avancées significatives. Promouvoir la réconciliation nationale, ça c'est un problème. Aujourd'hui, le Congo, tout le monde commence à se définir par rapport d'abord à sa province. Alors le tribalisme commence quand même à refaire la surface. Ce n'est pas quelque chose de bien. Là, je vois, ce n'est pas une réussite. Consolider la démocratie, ça c'est son cheval de bataille. Quand il a eu le pouvoir, il a fait un discours devant le peuple, devant le militant de l'IDPS pour dire que le peuple d'abord. Lorsque il parle des peuples d'abord, il y a un président américain qui a défini la démocratie comme le pouvoir au peuple, par les peuples, pour les peuples. Alors la démocratie est définie aussi comme une nomocratie. Nomos kratos, c'est-à-dire pouvoir de la loi. La question qu'on doit se poser, est-ce que réellement la RDC de Tshisekedi a comme boussole le loi de la République, elle respectait le loi de la République? Ça c'est une question question mark, c'est à nous de réfléchir. Je ne sais pas si je peux jeter une analyse là-dessus, mais du moins le président jusque là. Et puis aujourd'hui, sur les finances publiques toujours, on a un budget de 15 milliards. C'est voté. Nous attendons maintenant la mobilisation des recettes et la redistribution de ce budget-là. Donc moi, je crois que son bilan est mitigé jusque-là. Je peux m'arrêter là. Ok. Donnons-lui aussi la chance, peut-être il va encore améliorer. Kambele Mbele, 4 ans de pouvoir. Vous êtes du pouvoir. 4 ans de pouvoir. Satisfaction? Oui, je ne peux qu'être dans l'optimisme, dans le sens que nous savons, depuis la naissance de l'UDPS, que notre combat pour l'état de droit et de démocratie, c'est un combat de longue haleine. Et que dans ce combat, il y aura plusieurs gares. Si nous le prenons comme un chemin de train, de rail, l'état de droit et de démocratie se trouvant étant la gare finale, le chemin est long. À ce stade, à l'UDPS, nous sommes satisfaits du travail qui se fait dans la mesure où nous savons que nous n'avons, aux dernières élections, nous n'avons eu à gagner que l'élection présidentielle. Nous n'avions, alors que le pouvoir démocratique a pour base l'Assemblée ou le Parlement. Notre part de pouvoir dans l'Assemblée est si minime que les résultats que le chef de l'État arrive à faire réaliser par le gouvernement ne peuvent que nous enchanter parce que nous ne détenions pas vraiment les rênes du pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. Arriver à faire ce qu'on a fait, et comme lui-même a eu à l'expliquer une des fois qu'il s'exprimait, il s'est donné la tâche de déboulonner la dictature. Notre premier cheval de bataille, déboulonner la dictature. À ce sujet-là, nous sommes contents et satisfaits du déboulonnage opéré. Il n'est peut-être pas totalement terminé, comme je dis que le combat pour la démocratie est un combat de longue haleine. Nous sommes sur la route, mais très très avancés. On ne peut pas espérer que demain, les antivaleurs que nous avons connues avec les régimes précédents puissent revenir encore. Du simple fait que notre population a pris conscience. Notre jeune frère, Pompon, dit qu'il voit des résurgences de tribalisme. Non. Le peuple congolais, le peuple d'abord là, est devenu de plus en plus conscient de lui-même, de son existence. Nous sommes Congolais par la possession des terres que nous héritons de nos ancêtres par nos tribus. Comprenez? On est conscient de défendre ces terres parce que ce sont les terres de nos ancêtres. Nous sommes Congo et Bakoko. Les Bakoko, là, ce n'est pas une vision
imaginaires, c'est des réalités qui ont existé dans ce pays. Ceux qui nous ont légué ces terres ont eu à les posséder par rapport à leur tribu. Donc, le Congo est une agglomération, une fusion des terres qui ont appartenu à des ancêtres des différentes tribus. Donc, prendre conscience de ça, pour ne pas se faire bouffer par l'étranger, ce n'est pas le tribalisme qui revient à la face, c'est reconnaître sa tribu en vue de construire un Congo fort. Il faut se savoir congolais, de droit et de sol, par les ancêtres, pour le défendre et même être prêt à mourir pour son Congo. Un étranger ne mourra jamais pour le Congo, pour défendre le Congo. Au contraire, il est prêt à mourir peut-être pour vendre le Congo. Donc, reprendre conscience de cette dimension-là, ce n'est pas faire remettre en cause Ok, entendu. Donc, il y a un problème. Vous êtes, quand vous présentez l'homme du pouvoir. L'argent, c'est la tribu des souverainetés. On dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Alors, le franc congolais est en train de piquer du nez. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne suis pas économiste. Je sais que en matière de monnaie, de politique monétaire, les économistes qui sont autour de nous le diront, il y a l'influence de la production, l'influence des marchés, la loi du marché. Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent pour définir... Non, sur le plan international, oui. Il y a l'inflation de 9% du dollar américain et puis le franc congolais est indexé sur le dollar américain. Ça veut dire que l'inflation de 9% du dollar américain sur le plan international se reflète automatiquement sur le franc congolais. Ça, c'est... Que faut-il faire? Non, il n'y a rien à faire parce qu'en fait, le monde a connu la crise du coronavirus où on ne produisait pas, mais pour maintenir la croissance économique, les États occidentaux étaient obligés d'imprimer la monnaie pour payer les gens qui ne travaillaient pas pour continuer à vivre. C'est cette masse monétaire, c'est cette masse monétaire-là qu'il faut absorber. Et puis la crise en Russie, avec la crise énergétique, la montée des prix des carburants, des gaz et consorts, ça se répercute en Afrique du Sud, c'est la même chose, partout au monde, c'est la même chose, ce n'est pas seulement au Congo. Je suis désolé de prendre la parole de ce secours que vous m'avez apporté. Voilà, je suis désolé de prendre la parole de cette façon. Mais je suis content d'être dans ces milieux où il y a beaucoup d'intellectuels. Et si nous voulons vraiment parler comme des intellectuels, nous devons parler comme des intellectuels. Et je vais revenir à une chose qui me tient à cœur. Quand notre frère Lokaka a dit que l'actuel président de la République a hérité d'un pays stable. Non, sur base de quoi? Parce que je fais une étude que j'ai appelée casse-tête de la situation au Sahel. Quand vous regardez la situation au Sahel, c'est exactement comme la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Quelles sont les causes de multiplication de groupes armés? C'est la pauvreté, l'inexistence de l'État dans les territoires contrôlés, la présence des anciens hommes d'armes, ça peut être les anciens rebelles des RCD, des FDLR et consorts, et en dernier lieu, les ressources naturelles ou le contrôle du commerce. Quand ces 4 conditions sont réunies, les gens vont soit utiliser le nom du djihadisme pour contrôler les ressources de cette localité, parce que toute guerre se fait avec l'argent, ou ils vont utiliser le tribalisme ou le toutisme ou n'importe quoi pour créer des groupes armés pour contrôler les richesses de ces territoires. Alors, le président Kabila, bien sûr, a laissé le pays avec plus de 175 groupes armés à l'est du pays. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Donc, ce n'est pas nouveau. OK. Et ça remonte d'il y a longtemps, et je rebondis encore sur ce qu'a dit l'agronome, pour être scientifique.
nous avons une structure économique extravertie, c'est-à-dire les colonisateurs n'ont pas créé la structure économique congolaise pour les marchés locaux congolais. Il a créé la structure économique pour produire au Congo et nourrir l'étranger. Et nous n'avons jamais réussi à transformer cette structure économique orientée vers la République démocratique du Congo. C'est normal que votre frère puisse venir acheter un porc dans une grande ville au lieu de trouver ce porc dans le village. Parce qu'en fait, tout le monde produit dans les grandes villes pour exporter. Alors qu'on trouve dans les villages, quand on produit dans les villages, c'est pour consommer. Quand on fait la politique, quand on veut réellement faire la politique, il faut savoir, il faut connaître l'histoire de son pays, il faut connaître la géographie de son pays, et puis il faut connaître la géopolitique où se trouve la géographie de son pays. Alors, on revient. Le pays était instable, et j'insiste là-dessus. Quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir, et j'insiste encore là-dessus, le PPRD ne peut pas aujourd'hui se bomber la torse ou s'enorgueillir de quoi que ce soit, parce qu'ils ont quitté le pouvoir dans la honte, parce qu'ils étaient impopulaires à l'intérieur et ils étaient impopulaires à l'extérieur, et donc c'est l'opinion publique qui l'a emporté en 2018. Ok. Donc aujourd'hui, se mettre en donneur des leçons et on dit qu'il y a une crise. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Il y a une crise quand le pays est ingouvernable. Ok. Mais le pays est gouvernable. Les lois sont votées. On vide les poubelles. Je vis un président de... Il a fait allusion à la démission en cascade de certains ministres. Oui, mais ça c'est un accord politique. Ok. Un accord politique. Il y a eu un accord politique et... Ces ministres-là ont changé, ils ne sont plus dans cet accord politique. Ce n'est que normal que ces gens puissent démissionner. Mais en quoi la démission de ces ministres a rendu le pays ingouvernable? Alors, je dis clairement, si nous voulons, nous sommes tous des scientifiques ici, ok? Ça veut dire, si nous voulons faire la politique, même en sciences politiques, on dit que la science politique ou la science sociale, ce n'est pas une science exacte. Non. La science sociale a aussi des indicateurs mesurables. Ok. Et on mesure qu'il y avait 173 groupes armés quand Kabila avait quitté le pouvoir. Il y avait les Kamuna Sapu où les Kasaï étaient pratiquement ingouvernables, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle plus de 173 ou 175 groupes armés, on parle du M23. Ça veut dire que la situation est en train d'évoluer. Ce n'est pas... Moi, ce qui m'inquiète, et je le dis clairement, moi je suis un homme d'affaires et je connais les potentialités de la République démocratique du Congo en tant que hub logistique et tout ce qu'on peut faire pour l'Afrique. Mais le problème, c'est que pour quelques intérêts égoïstes, il y a des gens qui passent leur temps à discréditer leur pays. Est-ce qu'aujourd'hui les affaires fonctionnent? Aujourd'hui, il faut voir. On ne parle pas par hasard. À l'époque de Kabila, parce que l'indicateur de l'attractivité d'un pays en termes des affaires, c'est ce qu'on appelle les investissements étrangers directs. Ok? C'est-à-dire combien d'argent vient de l'étranger pour investir en République démocratique du Congo. Kabila ne mobilisait même pas 500 millions. Mais en 2022, on a mobilisé 3 milliards de dollars en termes d'investissements étrangers directs. Ce sont des statistiques qui existent. Ok? Donc il y a quelque chose, il faut savoir que, comme je le dis, la stabilité politique permet aux gens maintenant qui sont conscients de saisir cette stabilité politique-là et de créer des richesses. Je parlais à un jeune homme, on était dans un mall construit par un Libanais. Je lui dis, mais est-ce que ce Libanais ne sait pas que la politique ne va pas bien au Congo? Mais pourquoi il construit? Pourquoi nous, les Congolais, nous attendons que tout aille bien pour qu'on commence à investir? Moi, je dis, ok, avec ce qu'on a déjà, moi, je vais commencer à investir. Et mon effort, aujourd'hui, c'est que si nous voulons faire la politique, nous devons faire la politique avec des données. Ok? Et il y a des données mesurables. Quels sont les investissements étrangers directs qui viennent en République démocratique du Congo?
quels sont les nombres de travailleurs étrangers qui viennent en République démocratique? Oui, c'est quantifié, c'est mesurable, ce sont des données mesurables. OK. Quels sont les produits, quels sont les consommateurs de produits congolais? OK. Si il y a beaucoup plus d'étrangers qui viennent travailler en République démocratique du Congo, ça veut dire qu'il y a une certaine stabilité. S'il y a beaucoup plus d'argent qui vient pour générer des richesses en République démocratique du Congo, c'est qu'il y a une certaine stabilité. Si nous vendons plus en termes de commercialisation de ce que nous produisons, ça veut dire que le pays marche correctement. Donc, notre balance économique est équilibrée? Est en train d'avancer. OK. Oui, sérieusement. Parce qu'en fait, je dis aux gens, il ne faut pas raconter des fables. OK. Quand on dit que il y a une crise politique. Ça, c'est une sorte de fable qu'on ne sait pas mesurer, on ne sait pas prouver. OK. Quand on dit que, comment dirais-je, les bilans du président de la République, mais les bilans à plusieurs angles. Et, comme je l'ai dit, en tant que gestionnaire, je sais qu'on doit définir les priorités. La première priorité d'un État, c'est la stabilité politique. OK. Sans stabilité politique, on n'allait pas remarquer la croissance des investissements étrangers directs en République démocratique du Congo. Et ce que nous voulons, nous, comme des investisseurs, c'est de continuer à faire à ce que cette stabilité soit consolidée, parce que personne ne veut, nous sommes des hommes d'affaires, on ne veut pas investir dans l'incertitude. Qu'est-ce qui nous, s'il vous plaît, je vais terminer. Qu'est-ce qui nous dit que la personne qui viendra en 2023, n'est-ce pas, va mettre la même stabilité et que nous, ça va atténuer les risques de l'argent que nous mettons en place? OK. Je veux bien que les gens puissent dire des choses, mais qui disent des choses, nous faisons tous les sciences politiques, les sciences machin, mais il y a des indicateurs quantifiables et mesurables. Et quand on parle, on doit parler avec des indicateurs quantifiables et mesurables. Okay. Merci beaucoup. Désolé d'avoir monopolisé la parole. Oui, la stabilité intéresse dans tout le pays du monde. Oui, absolument. La stabilité intéresse tout le monde. Exactement. Même les citoyens lambda. Vous savez, je vais... Une minute, hein, je suis désolé. Il y a un article très intéressant, War Making, State Making. OK, ça veut dire l'État se crée en faisant la guerre. Donc, le premier business de l'État, le premier business de roi, c'était d'offrir la sécurité aux populations. Oui. OK. C'est ça. Le premier business de l'État, c'est la stabilité politique. Okay. Ça, c'est le premier business de l'État. Et donc, quand nous parlons de la stabilité politique, ça, nous demandons à l'État de le faire. Quand l'État arrive à ce niveau, c'est maintenant à nous, les citoyens, de créer des richesses et de payer à l'État des taxes et des redevances pour que l'État puisse avoir les moyens de nous sécuriser et de sécuriser nos affaires. Mais dès l'instant où, au Congo, tout le monde pense que l'État, c'est le créateur des richesses et qu'il faut entrer dans les institutions de l'État pour devenir riche, ça, c'est le malheur de la République démocratique du Congo. Et on raconte n'importe quoi, justement, sur la gestion politique, parce qu'on veut se retrouver dans les institutions et piller. Mais l'État doit aussi aider les investisseurs nationaux. Absolument. Non, 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 non. L'État en régule. Oui, M. Lokata voulait dire quoi? Je vous remercie. Je crois que mon frère Chekoum, il me répond, donc il est de la famille politique de son Excellence, non, Monsieur le Président de la République. Je suis pas de la Nous réfléchissons politique. État. Oui. C'est notre pays. Oui. Et il est notre président. Ce qui fait que nous avons assisté à ce cérémonial symbolique africain organisé par des Congolais. De la CENI jusqu'à la proclamation, ils étaient que Congolais, comme experts. L'Union africaine ne voulait pas de nos élections auxquelles vous avez participé. L'Union européenne non plus. Pour ne pas parler des Américains qui refusaient les élections et même la proclamation du président Tshisekedi. Et donc, pour nous, c'est une victoire. Nous avons passé ce symbolisme. Et il est sérieux que
cette victoire doit booster le Congo vers l'émergence. Et pour booster le Congo vers l'émergence, et Pompon l'a dit, vous n'allez pas me contredire, je parlais en termes techniques, la normalisation, Maître Paty, mais est-ce que la normalisation de la vie. Le pouvoir que vous aviez géré était normal? Je m'excuse. Attends, soyez tolérants, je m'excuse. Je parle techniquement en petits mots. La normalisation de la vie publique. Elle était normalisée à l'époque de votre pouvoir. Le président de la République, chef de l'État, prête serment. Il met sa main sur base d'un document d'État qu'on appelle la Constitution, de respecter et de veiller. Il y a des dispositions et nous avons les lois. Maintenant, quant au fonctionnement, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans la décentralisation. Vous allez avoir un projet de 145 territoires dans une province où vous avez le programme du gouvernement provincial. Je parle de la normalisation. Et l'État n'a pas de projet. Les gens qui ont fait les finances publiques, l'État budgétise. Mais parce que ça a été normal et c'est devenu anormal. Nous avons un problème où nous voulons réfléchir sur État en évitant nos sensations. Non, il n'y a pas de sensations. Écoute, je m'excuse. Si nous réfléchissons État et que nous voyons la gouvernance, Pompon l'a dit techniquement, je prends là où Maître Paty est expert, la justice. Les responsables de la justice en RDC sont tous du centre. C'est sérieux. Il y a des instituts de recherche. Non, mais qu'est-ce que c'est là à voir? Non, il y a un problème sur la répartition de la richesse, la redistribution, la participation. Alors, moi je me dis, et là je disais depuis longtemps, pour nous c'est un raté, le Congo de mon pays, parce que pour moi, il faut un plan d'émergence. Non, c'est un décor. Dans ce plan d'émergence, nous faisons le couper-coller. Attends, excusez du rateur. Si nous, hier, nous avons fait ça et que vous avez jugé que c'est mal, oui, vous n'allez pas faire ça. Non, moi, je suis conscient de ça. Non. Vous ne pouvez pas répéter le mal que nous avons fait. Qui dit que c'est répété? Écoute, pour planifier, vous êtes père de famille, non? Oui. Vous allez me dire le nombre de Congolais à ce moment. Le Congo, pour planifier son plan d'émergence et budgétiser, ne connaît pas le nombre de ses enfants. Alors, si hier, nous n'avons pas compté les Congolais, vous n'allez pas planifier cet tâtonnement encore à ne pas identifier le Congolais. Mais pourquoi l'ONU n'a pas été mis en place? C'est comme ça que je dis, si on normalise la vie publique, on respecte par stratification la division du travail, ainsi que la décentralisation. Ça vous a coûté quoi de normaliser? Nous allons faire un pays. 18 ans. Ça vous a coûté quoi de normaliser pendant 18 ans? Écoute, je dis, vous allez défendre et les autres vont observer. Il y aura les indicateurs. Si vous êtes à Kinshasa, vous allez voir les indicateurs. Il n'y a pas un bon système politique. Vous n'allez pas me contredire. Il n'y a pas un bon régime politique. Il n'y a que la satisfaction des besoins de la collectivité. Maintenant, il faut mesurer les besoins de la collectivité. Nous avons consacré pratiquement l'émission sur les 4 ans du président de la République, alors que nous allions parler aussi de l'arrivée du pape et nous allions parler aussi de sport qui intéresse aussi tout un peuple et l'insécurité dans l'est du pays. Voilà, catholique fervent. Le chef de l'église catholique sera ici avec nous dans quelques heures. Pour vous les catholiques, qu'est-ce que ça vous dit? L'arrivée d'un pape, c'est un grand événement. D'ailleurs, il y a des gens qui disent voir le pape et mourir. Donc il y a des gens qui payent leur billet, qui vont à Rome pour voir le pape. Et puis après, il dit, je peux mourir tranquillement.
Donc, c'est vous dire que l'arrivée du pape, l'arrivée d'un pape dans un pays, c'est quand même un événement heureux pour le pays qui est visité. Le pape vient pour nous consoler, parce que de son siège, de temps en temps, il jette... On dit qu'il aime bien le Congo. Oui, il parle du Congo. Il jette toujours un mot sur le Congo pour dire... À un moment donné, il m'a demandé même au monde entier de prier pour le Congo, à partir de son siège. Donc il vient pour nous réconforter, il vient pour nous consoler, il vient pour nous accompagner. Mais il faut que nous puissions aussi cesser cette habitude que nous avons. Quelqu'un vient vous accompagner, vous lui donnez la charge de vous-même. Non, quand quelqu'un vient vous accompagner, en fait, on accompagne quelqu'un qui est en action, qui est en activité. Donc, quand quelqu'un vient vous accompagner, c'est pour vous rendre plus fort que ce que vous étiez avant. Moi, je l'ai vu dans les projets. On vient vous soutenir dans un projet comme ceci, comme cela. On apporte un peu d'argent de l'extérieur, au lieu que nous puissions apporter l'essentiel aussi de chez nous pour que parce que si un appui vient et trouve le vide, il n'y a rien qui va avancer. Donc, ce que je voudrais aussi demander, c'est que nous puissions être tout à fait en attitude de pouvoir avancer, de résoudre nos problèmes, et quand quelqu'un vient pour nous aider, les problèmes sont résolus. Donc, moi, je dis, c'est une visite de réconfort, mais que nous puissions la capitaliser, intérioriser cela, pour que nous devenions plus forts spirituellement d'abord, et puis maintenant, ça peut déclencher dans tout autre domaine. Pati Lendo, la venue du pape, c'est politique ou c'est religieux? Non, mais vous savez, le pays a une tare, c'est celle de voir la politique partout. Vous grondez sur votre enfant, vous dites politique. Mais tout est politique, même dans des débats, vous ne voyez pas. On n'arrive pas à transcender notre vieil homme, nos passions humaines pour faire éclore la République. C'est ce qui est malheureux. La venue du pape. Mais je reste chrétien, la Bible dit quoi? Heureuse soit la maison qui reçoit de la visite. Il faudrait que chaque Congolais se sente heureux et que chaque Congolais se sente béni de ce que nous recevons une autorité de l'Église, pas n'importe laquelle, et que sa venue doit, pendant ce temps ici, doit interpeller chacun d'entre nous, de manière à ce que nous nous retrouvions devant un miroir, non pas pour voir nos visages, beaux ou pas beaux, je ne sais pas, mais néanmoins l'âme. Mais il porte deux casquettes. Il porte deux casquettes. Bien sûr. Il est chef d'État, il est chef de l'Église. Ne vous en faites pas, je vous ai dit. Mais le plus grand politique, pour nous les méritocrates, c'est Jésus-Christ. Ah ben oui, Jésus n'a fait que de la politique. S'il faut me donner le temps de parler scientifique, je vais vous le démontrer scientifiquement. Ok. Alors, Kambele Mbele, oui. Le pape sera avec nous. Oui. Le pape, comme tout le monde le sait, le pape fait partie des plus grands décideurs du monde. Oui. Le monde a ses décideurs, parmi lesquels se trouve le pape d'Europe. Donc, et moi je suis heureux, je sais que vous le savez aussi, n'est-ce pas? Nous avons compté, ici dans notre pays, une personnalité qui figurait aussi parmi les gens consultés comme les décideurs du monde. J'ai cité celui de Raison Noire, Étienne Tshisekedi. Vous savez que c'était notre personnalité consultée par le monde pour les différentes crises qu'il y a dans le monde. Donc, que le pape vienne, ce n'est que du bonheur pour les Congolais. Et nous savons que sa voix sera entendue et que, en prenant la température de ce que nous pensons pour défendre notre pays, le pape se fera bien d'être l'interprète de l'âme congolaise afin que le monde ne pense pas à nous détruire pour s'accaparer des richesses que Dieu a mises dans ce pays, mais que le monde compte avec nous pour construire un monde plus beau pour tout le monde. Nous ne sommes pas égoïstes, nous, Congolais, là. Voilà même qu'on a tendance à donner, même gratuitement, la nationalité congolaise à ceux qui ne le méritent pas, ceux qui ne combattent. Mais que le pape ait à transmettre ce message
et aux Américains et au reste du monde pour qu'ils comprennent que ce n'est pas par hasard que l'Éternel Dieu a mis autant de richesses en RDC et qu'il a fait habiter la RDC par les Congolais que nous sommes, autant 450 tribus, c'est pour faire un monde plus fort. Et que le pape soit vraiment le médiateur entre nous et Dieu, afin que le monde entier comprenne quel est le message que la République démocratique du Congo veut bien transmettre au reste du monde. Oui, il y a grincement dedans. Je pose la question à Chekomba parce qu'il avait dans le temps l'intention de devenir chef de l'État. On dit les victoires sportives, ce sont des victoires politiques aussi. Mais nous avons comme l'impression, les sports, et surtout le football, les sports rois, en train de dégringoler dans ce pays-là. La preuve, nous sommes sortis prématurément de Chan. Et le pape aime bien aussi le sport. Parce que chez lui, en Argentine, il était souvent avec les sportifs. Et dernièrement, même d'ailleurs, à Rome, il a reçu aussi les joueurs argentins. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que le sport puisse aujourd'hui quitter le bas niveau pour reprendre la place que nous avions planée en Afrique? Bon, merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire et c'est ce qu'il faut faire. Dans tout, il faut se doter des capacités nécessaires pour pouvoir réussir. Quelle est la quantité d'argent que nous mettons dans le sport en République démocratique du Congo? Très bien. OK. Quelle est la quantité d'argent que nous mettons dans le sport en République démocratique du Congo et quel est le niveau de priorité que nous devons accorder au sport en République démocratique du Congo? Parce qu'il ne faut pas tout dramatiser non plus. Vous vous rendez compte? Je connais bien l'Amérique du Sud, je connais bien l'Argentine. Aujourd'hui, la vice-présidente d'Argentine est condamnée pour corruption. Ça veut dire que c'est un pays où on a des problèmes de gestion politique et de gestion d'opinion, mais cela n'a pas empêché à un pays comme l'Argentine de devenir champion du monde. Donc, il n'y a pas une corrélation scientifique entre la bonne gestion politique et le succès dans les sports. Mais il y a une corrélation scientifique entre l'investissement qu'on fait dans les sports et les victoires sportives. Alors, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est de la responsabilité du gouvernement ou c'est de la responsabilité des entrepreneurs sportifs? Parce que le sport, c'est aussi une activité commerciale, n'est-ce pas? Nous avons un pays de 100 millions de personnes. Ça veut dire peut-être 100 millions de supporters. Même si on développait, si on investissait réellement dans les sports et que chaque Congolais payait $1 de billets, n'est-ce pas, par match, si nous jouons 10 matchs dans l'année, c'est un business qui peut générer 110 millions de dollars. Il faut qu'on prenne conscience à ce niveau aussi, ok? Parce que c'est très facile, c'est ce que notre ami a dit en disant « nous voyons la politique partout ». On ne doit pas voir la politique partout. On doit aussi développer les sports comme un business privé, n'est-ce pas? Pour améliorer les capacités de nos joueurs, parce que les équipes qui gagnent pour leur pays sont des équipes qui jouent pour des entreprises privées. Ok. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est une entreprise privée. Real de Madrid, c'est une entreprise privée. Ce n'est pas une entreprise de l'État. Mais les équipes nationales ne sont pas privées. Hein? Non, voilà. Donc, il y a déjà de l'entrepreneuriat sportif dans ces pays qui a fait évoluer les capacités des joueurs de ces pays-là avant que l'État ne puisse intervenir. Donc, je dis, j'invite aux opérateurs économiques qui veulent de pouvoir investir dans les sports pour développer les capacités sportives de notre jeunesse. Et nous allons gagner. Voilà. Nous avons reçu sur ce plateau ces jours en guise de droit de réponse sur sa demande, bien entendu, le président de l'Assemblée de Kinshasa, Godin Poi. Il est venu réagir aux propos tenus dans les forums de médias de dimanche 22 janvier dernier. Il a jugé offensant à son égard.
Et pour votre mémoire, pourquoi est-ce que le président est là? Qu'est-ce qui est offensant? Écoutons les propos tenus dans le forum de dimanche 22 janvier. Bon. Oh, merci. Après avoir entendu les uns et les autres concernant le programme de la capitale, vous diriez quoi? Merci pour le verbe. Le problème chez nous, il faut d'abord commencer par l'identification par rapport à tout ce que vous venez de le dire. Les problèmes en RDC, c'est plus l'homme, ce n'est pas les textes, ce n'est pas le programme. Nous ne sommes pas au niveau d'intention. C'est ça, j'en arrive par rapport à mon analyse. Vous avez dit, vous parlez de le numéro 1 de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Ce n'est pas la première fois que tu lances un projet. Le premier, c'était à Bandal, et puis le projet des Andes. Je sais que lorsque vous voulez faire quelque chose, on débute d'abord en amont par une étude de faisabilité. Il détruit Zandou sans une étude en amont. Et puis il envoie le président de l'Assemblée provinciale pour faire les émissions par rapport à la construction des Zandou. Non, avant mon mandat, je vais vous remettre la clé à la main. C'est un danger parce que le président de l'Assemblée provinciale, c'est un contrôleur. Lui, ce n'est pas un accompagnateur. Je pense que au réel du réel, à court terme ou à moyen terme, il faut changer le paradigme. Le constat est fait que les gouverneurs riches, en fait, en termes de provinces qui ont des recettes, et même des fois, c'est ce qui est même calqué au niveau national, ce qu'on appelle les institutions politiques prennent l'essentiel de recettes mobilisées. Rapidement, vous aurez une minute. Oui. Vous allez voir l'hôtel de ville, le gouverneur est dans la vision de la conservation du pouvoir. Et il sait que le pouvoir, il peut le perdre que par l'Assemblée provinciale. Il prend l'essentiel de recettes pour gérer les députés pour une conservation du pouvoir. Et peu de moyens sont affectés aux infrastructures. Ce qui fait qu'il a cloué les bouches des députés provinciaux de Kinshasa. Et même en prenant son président, il en fait son porte-parole. Et tout ça moyennant des espèces Katrobianza, comme on dit chez nous au Kassai. Et conséquence, on est dans cet état. Moins de routes secondaires qui ont été aménagées. Moins d'hôpitaux qui ont été aménagés avec le recette. Je vous informe que de toutes les 26 provinces, la première province en termes de mobilisation de recettes propres, c'est la ville-province de Kinshasa. Et il y a même des moyens que Kinshasa aille plus loin de ce qu'il fait comme recette aujourd'hui. S'il y a une bonne gestion, il y a une bonne traçabilité, Kinshasa pouvait mobiliser 2 milliards là, ça sera un budget annuel de la ville-province de Kinshasa. Alors, Monsieur le Président, nous voulons savoir pourquoi est-ce que vous avez demandé le droit de réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. D'abord, je vous informe que je suis rarement les médias, parce que j'ai tellement de choses sérieuses à faire. Mais c'est en zappant. Même mes collaborateurs le savent, moi, je suis rarement les médias, au regard de mon agenda qui est hyper chargé. Mais en zappant, j'ai entendu quelqu'un parler de moi. Et vous avez suivi ces affirmations gratuites. Je voulais rappeler que ce que je vais dire ici n'a rien à voir avec vos brillants invités que vous avez, mais je voulais apporter des précisions par rapport aux mensonges, aux inepties, aux âneries qui venaient d'être dites. La première information que je voulais donner à la population, que sur ce plateau-là, j'ai reconnu au moins 30% des personnes qui sont passées à mon bureau, soit pour demander de l'argent, soit pour solliciter des avantages administratifs. Comme on n'a pas donné, on choisit les médias pour nous vilipender. Je pense que ces pratiques, ça ne devait pas se passer à la RTNC. Après cette précision-là, je voulais dire ici, et ce que j'ai dû, les très hauts me regardent et mon père m'entend de sa tombe. Depuis que je suis né, je n'ai jamais demandé
un seul franc congolais au gouverneur de la ville de Kinshasa. Moi, je ne suis pas un mendiant, comme ils le font. Ils vont de bureau en bureau. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis certes pauvre, mais j'ai un sens élevé de l'honneur et de dignité. Moi, je suis directeur des douanes. Avant de faire la politique, j'ai fait 25 ans à la douane, donc je n'ai plus l'âge là de demander 1000 francs aux gens. Je suis consultant aux Nations Unies, je suis professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa et je suis collaborateur scientifique à l'Université de Liège. Donc, je ne fais jamais ce qu'ils racontent. Et je voulais connaître leur niveau d'instruction pour m'assurer qu'ils connaissent ce que c'est la gouvernance. Lorsqu'on dit que le président, il a été enfariné, il fait le porte-parole, c'est une insulte à ma personne. D'abord, dans ma vie, j'appelle rarement le gouverneur de la ville de Kinshasa. Et il s'en plaît même. C'est que les gens ne savent pas. Et ils doivent l'apprendre. Les premiers organes de la ville de Kinshasa, c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Comme certainement ils ne lisent pas les droits parlementaires décentralisés, il est différent du droit parlementaire national. Lorsque vous lisez l'article 40 de la loi portant principe de libre administration des provinces, il y a des actes que l'exécutif ne peut poser qu'après l'avis préalable de l'Assemblée provinciale. Et ça, vous ne le trouverez pas sur le plan national. Qu'est-ce que cela qu'il faudrait dire en management, parce que de cela qu'il s'agit, c'est que l'Assemblée provinciale, c'est elle qui donne les quitus. Comme ils ne le savent pas, ils doivent l'apprendre. Concrètement. Concrètement, lorsque un gouverneur est élu, il amène son programme à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée provinciale, voudrais-je dire. Et c'est l'Assemblée provinciale qui adoube ce programme. Lorsqu'elle l'adoube, elle s'en approprie. Ce n'est plus le programme de l'exécutif. Ce sont des choses qu'on apprend notamment à l'université d'Harvard. Je comprends, ils ne peuvent pas connaître ça. Alors, chaque année, le même programme est réadoubé par l'Assemblée provinciale en termes de ce qu'on appelle édit budgétaire. Lorsque l'exécutif vous présente l'édit, l'Assemblée ne se contente pas de l'adouber. L'Assemblée procède au réajustement. C'est l'Assemblée qui dit que ça ne doit pas être fait et ça devait être fait. À ce titre-là, l'Assemblée provinciale doit être plus vocale parce que le système de gouvernance nationale, il est différent des systèmes de gouvernance décentralisés. Et je voudrais préciser ici, un autre a dit que je fais l'assainissement de la commune de Bandal et même ailleurs avec l'argent du gouvernement. Un mensonge encore. Non, ça, moi, je n'ai pas entendu. J'essaie de vérifier, vous allez voir. Je n'ai pas entendu. Il y a un autre intervenant qui vous dit qu'en passant, il a vu mon ONG en train de balayer. Mais je donne cette information. Si on vous a dit que le gouvernement central envoie $1 million pour l'assainissement de la ville, peut-être qu'on envoie ça à Lubumbashi. Ça fait 10 mois que la ville de Kinshasa n'a jamais reçu ce montant-là. Et moi, je continue à faire de l'assainissement. Je le fais avec mes maigres moyens. Je voudrais ici que les gens retiennent que la RTNC, c'est la chaîne de l'État. Ce n'est pas parce que les gens cherchent peut-être à candidater aux élections qu'ils doivent venir nous diffamer. Et pour cela, mes avocats, ils travaillent, ils répondront. Voilà ce que je voulais dire, mais j'ai dit, ce que j'ai dit n'a rien à voir avec des brillants invités que vous avez. Je parle de ces 30%. Et oui, tout le monde m'a vu quand je suis venu à l'Assemblée. Je suis certes pauvre, mais je ne suis pas un mendiant. Okay. Donc, à aucun moment, j'ai eu à demander un seul franc congolais au gouverneur de la ville de Kinshasa. Oui. Et lorsque je parle, pour ceux qui ne le savent pas, donc je ne suis pas moi dans la hiérarchie sociale, lorsque je parle, les gens doivent savoir que le premier organe de la ville de Kinshasa, c'est son assemblée provinciale. Et en management, parce qu'ils ne peuvent pas connaître ça, il y a des fonctions séquentielles, il y a des fonctions continues. La fonction communication
fait partie des fonctions continues d'une organisation. Donc il n'est pas interdit au président de parler. Moi je parle depuis plus de 20 ans, pas pour débiter des sornettes comme éléphants. Moi je parle pour apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Et je voudrais préciser, parce que j'ai vu celui qui a commencé, on l'appelle chercheur, je voulais un peu savoir, il est chercheur rattaché à quel centre de recherche? Juste une question. Moi je suis scientifique. Oui. Je ne suis pas un scientifique local. Pour appeler quelqu'un chercheur, je ne conteste pas son statut, mais je suis quand même curieux. En science, on vous appelle chercheur parce que vous êtes rattaché à un centre de recherche et vous êtes suivi. Donc, je voudrais qu'on arrête, je voulais vraiment qu'on arrête avec ces méthodes. Nous sommes en pleine année électorale. Si vous voulez faire de votre émission une émission 1000 collines, vous emporterez sur la responsabilité. Merci. J'en profite parce que vous êtes là, Monsieur le Président. Que diriez-vous, puisque vous dites que l'Assemblée, c'est le numéro 1 de la ville. J'ai entendu, vous aviez dit que c'est le numéro 1 de la ville qui... Que diriez-vous de laisser faire qui s'installe dans la ville? Le laisser faire, c'est dans l'imaginaire des gens. Il y a des indicateurs de performance dans chaque organisation. Malheureusement, comme chez nous, tout le monde peut parler de tout. Je prends l'exemple. Je vous donne les indicateurs sociologiques. Je ne vais pas entrer dans les agrégats quantifiés parce que c'est tarabiscoté. Lorsque nous arrivions... Soyons concrets parce que nous nous adressons... Je vous dis... Attention, Monsieur le Président. Oui, nous nous adressons à un grand public. Oui. À un grand public. Il y a des universitaires comme vous et il y a de moins universitaires qui doivent comprendre. Je pose la question, ce n'est pas ma question, c'est la question de la population. De laisser faire dans la ville. Prenons le cas de marché, où tout le monde va. Les marchés, il n'y a pas de prix indicatif. C'est chaque jour que les prix changent. Très bien. Les gens, à l'époque, vous avez l'expression qu'on a utilisée ici, Sakombi. C'est le nom d'un gouverneur. La mesure qu'il a donnée, que cette mesure coûte autant. Et chaque personne qui doit vendre, vend en fonction de Sakombi. Aujourd'hui, rien. Aucun prix indicatif dans les marchés. Les transports en commun. Depuis que vous avez fixé officiellement les tarifs des transports, il y a plus de 2 ans, aujourd'hui, les taximens imposent leurs prix. Chaque taximen a son prix. C'est ce que j'appelle laisser faire. Et dans plusieurs domaines comme ça. Les gens utilisent les poubelles, les caniveaux pour poubelles. Aucune mesure pour empêcher cette pratique. Ce que j'ai dit, laisser faire. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. J'apprécie à la fois votre grande intelligence et votre profonde sagesse. C'est là où on dit, nous, à Kinshasa, on dit qu'on n'est pas à demander. Lorsque vous interrogez les droits économiques congolais et la compétence étant d'attribution, seul le ministère national de l'économie a le pouvoir de contrôler les prix au marché. Ça s'apprend à l'école. Heureusement que vous, je sais que vous les connaissez, vous posez la question. Ça s'apprend à l'école. Vous allez voir du fait d'artifice dans nos médias. Nous sommes en plein état de droit. Les attributions des provinces et du gouvernement central sont définies dans les pertinentes dispositions combinées des articles 202, 203, 204 de la Constitution. Et au regard de notre Constitution, seul le ministère national de l'économie a le pouvoir de contrôler les prix au marché. Le faire, c'est délinquer managérialement. S'agissant du prix des transports, Duprier disait que l'économie est un mouvement. Nous sommes dans une situation où l'inflation que nous vivons maintenant est une inflation importée. Dans un tel contexte, parce que nous dépendons avec tout ce qu'il y a eu comme vague inflationniste, la première vague, nous l'avons eu avec des perturbations climatiques qui ont fait qu'aujourd'hui en Europe, nous avons des hivers très forts. Lorsque vous avez un hiver fort, l'industrie devient énergivore et du coup, les entreprises dépensent plus que par le passé. C'est ça qui a alimenté la première vague de l'inflation. Après, il y a eu la pandémie. Maintenant, c'est la guerre russo-ukrainienne. Dans une telle instabilité, si vous vous mettez à fixer les prix, vous allez les faire chaque jour. Parce que l'inflation à laquelle nous assistons maintenant fait partie de ce qu'on appelle en économie de l'inflation importée. Donc, les négociations, ça ne fait pas 2 ans. Ça va faire, si je ne m'abuse, 4 mois, et vous avez raison. Mais les mécanismes qui ont été mis en place est tel qu'il faut discuter avec les parties prenantes. Ces discussions continuent et
Il y a même le gouvernement central qui a donné des injonctions, je suis astreint à un droit de réserve, que je ne peux pas évoquer ici. Une fois ces discussions terminées, le prix sera fixé. Vous parlez maintenant de l'assainissement parce que je parlais des indicateurs sociologiques qui attestent qu'on avance ou bien on recule. Nous sommes en 2019, lorsque nous accédons au pouvoir. Dans cette ville, il y avait des montagnes de déchets partout. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de déchets à Kinshasa. Il y en a encore, hein? Oui, il y en a encore, mais pas des montagnes. Les papes arrivent, mais... Non, les papes arrivent, mais... C'est un raccourci. J'ai dit ceci, ça c'est un raccourci. Depuis que nous sommes là, les montagnes de déchets n'existent plus en RDC. C'est que les gens oublient que la responsabilité de l'État dans tous les pays du monde, ce n'est pas d'assainir les devantures des maisons de ses habitants, c'est de s'occuper des artères principales. Oui. C'est ainsi que lorsque vous êtes en Europe, aucun État occidental n'éclaire ses autoroutes, à part la Belgique. Les gens parlent de quoi? Ça, ce sont des indicateurs qui attestent que nous avançons. Avant nous, il y a des avenues qui sont restées non électrifiées pendant 40 ans. C'est le cas de l'avenue Kassavoubou. Aujourd'hui, l'éclairage public est une réalité. En fait, nous comprenons que les gens peuvent avoir des ambitions, mais les ambitions des hommes sur la terre doivent être rabotées par l'unité des mesures. Donc, s'agissant de ce qui se passe avec les compatriotes qui ont transformé les caniveaux en poubelles, c'est là où les médias devaient nous aider. Au lieu d'éduquer la population. Moi, quand j'étais enfant, les journalistes de l'époque, d'ailleurs de votre âge, vous n'aviez pas de doctorat. Mais lorsqu'on vous suivait, on n'était pas seulement formé, on était formaté. C'est vous qui nous apprenez à assainir notre environnement. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est venir diffamer les gens et partir. Donc, c'est avec beaucoup d'élégance que je le fais. Et je voulais vous dire que les jours où vous avez besoin de l'information sur le fonctionnement de la ville de Kinshasa, vous savez que moi et vous, on s'appelle régulièrement. Renseignez-vous. Les gens ne doivent pas faire de l'encyclopédisme pour parler de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, en cette matière-là, sans fausse modestie, en cette matière-là de tous ceux qui ont parlé, je ne vois pas quelqu'un qui peut parler de la gouvernométrie. Très modestement, je le respecte. Bon, mais aujourd'hui, ce n'est qu'une parenthèse que nous avons ouverte parce que vous aviez demandé les droits de réponse. Merci. Et je pense que nous allons nous préparer pour que nous puissions avoir une émission complète avec le président. Mais je voulais préciser ici que nous ne sommes pas contre la critique. Mais nous avons besoin d'une critique faite avec jugeote. Ce n'est pas parce que vous avez demandé, sollicité certains avantages auprès du président et que vous ne les avez pas obtenus. Mais moi, faire de moi porte-parole de l'hôtel de ville, c'est une insulte. Moi, je suis porte-parole de Dieu. Donc, que les gens ne profitent pas de mon humilité. Moi, je suis scientifique du monde. Je suis scientifique du monde. Que les gens ne profitent pas de mon humilité pour me marcher sur les pieds. Donc, moi, je n'ai pas le temps de faire la mendicité comme eux le font. D'accord. Je suis directeur des douanes en détachement. Les jours où je ne suis pas politique, je vais retrouver mon siège. Et je suis consultant aux Nations Unies. Je suis professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa. Et je suis collaborateur scientifique à l'Université de Liège. Donc, je l'ai dit très modestement, qu'on arrête avec ces mauvaises pratiques. Nous sommes en pleine année électorale. Et je ne souhaite pas qu'on puisse gâcher cette émission, qui du reste apparemment édifie beaucoup de gens qui la suivent. Ça ne dépend pas de vous. J'ai vu comment vous vous êtes battu pour rééduquer l'un de vos invités. J'ai suivi. Monsieur le Président, nous vous disons merci. Je vous remercie sincèrement. Donc, ce que j'ai dit n'a rien contre vous, n'a rien contre ces nombreux invités que vous recevez, qui édifient certains qui n'ont, mais c'est contre ces groupes. Ok, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous disons Daniel Sekomba, j'espère que vous reviendrez sur ce plateau. Et je pense que vous aurez de temps en temps l'occasion d'être avec nous. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau, surtout que c'est un ancien candidat à la présidence de la République. Mesdames et messieurs, nous disons merci aux intervenants. La réalisation, merci beaucoup. Et votre équipe technique. À la prochaine, si Dieu le veut.
molili afrika lobi molili esili bandeko totika boswane na boyokani bodiso na ndebo tokibwa baeta uni